Bonjour à tous, merci donc de nous rejoindre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un webinaire toujours sur les espaces d'apprentissage, mais davantage donc axé sur les modes collaboratifs. Donc je suis Sylvie Davenel, chef de projet innovation au sein du C2RP, et donc j'accueille aujourd'hui donc Michael Bureau de l'entreprise Feedback. Alors, un bref rappel des missions du C2RP, donc Carrefour Hauts-de-France, dont les principales missions sont donc de recenser toutes les informations sur le volet emploi-formation au niveau de la région, de collecter l'offre de formation, bien souvent vous nous connaissez de cette façon-là, d'accompagner, d'informer les acteurs de la formation, de l'orientation et de l'emploi. C'est dans ce cadre que l'on sensibilise, qu'on a organisé donc cette sensibilisation à la digitalisation, que certains d'entre vous donc ont commencé à suivre depuis le mois de septembre. Voilà, et donc on continue avec aujourd'hui les modes collaboratifs. Donc Michael a choisi donc pour illustrer son propos de nous présenter donc brièvement les outils, les concepts, mais aussi de l'illustrer très rapidement avec un projet qui s'appelle Muséomix. Voilà, Michael va nous en dire un peu plus. Donc, et il terminera donc avec comment justement une réflexion sur comment amener ces moments collaboratifs dans le monde de la formation. Voilà, ben je lui laisse la parole. Donc, juste quand même une petite précision. Donc, vous avez la possibilité de télécharger le support de cours, le support de présentation dans l'appli, l'onglet APPS. Voilà. Et puis, vous avez l'onglet questions pour poser vos questions. Nous ferons des temps de pause régulièrement pour aller lire vos questions. Voilà, bonjour à tous, bon webinaire et Mickaël, c'est à vous. Yes, merci pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour me présenter rapidement, et que effectivement, moi, Michael, donc je travaille sur une petite marque qui s'appelle Feedback, où en fait, on travaille pas mal autour des sujets, autour de la gamification et du jeu. Alors, spoiler, c'est pas trop ce dont on va parler aujourd'hui. On va plus parler de comment on le fait et avec quelle méthode. Et entre autres, la question de comment je suis tombé dans ces nouveaux espaces d'apprentissage, comment on va d'ailleurs définir un peu ce que c'est, parce que ça peut être assez nébuleux, mais comment je suis tombé finalement dans ces nouvelles façons d'apprendre ensemble, dans ces lieux, etc. C'est que moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base et j'ai eu une période où j'ai décidé de pas mal creuser ce qui se faisait en région parisienne et ailleurs en termes d'ateliers, de hackathons, de choses autour du design et aussi de tout ce qui est tiers-lieux et communauté. Tiers-lieux, ça va être les Fab Labs, mais ça peut aussi être des médiathèques, ça peut être pas mal d'endroits différents où en fait des choses se font et émergent. Sur les photos, vous avez à gauche Muséomix, donc on va en parler en long et en large sur l'exemple effectivement qui est une activité associative dans les musées. Et à droite, j'ai mis une photo que j'aimais bien parce qui avait été prise à La Paillasse, qui était un tiers-lieu autour de la biologie. Où en fait les gens se réunissaient pour expérimenter des choses avec du matériel de biologie. Enfin, en tout cas, je suis tombé un peu dans tous ces espaces-là où on apprend un peu autrement que formellement. Et c'est un peu dans cette idée-là et en tirant ça qu'on avait envie finalement de vous partager des choses aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, dans notre pratique professionnelle avec Feedback, en fait, on apprend beaucoup avec nos clients, avec nos auditeurs, avec nos étudiants, parce qu'on travaille beaucoup sous des formats ateliers, sur des choses où on co-crée ensemble en temps limité, où on se donne des choses. Et en fait, notre façon d'apprendre, c'est aussi de faire et d'apprendre en faisant. Euh, Bien entendu, on aura une partie dans la présentation. D'abord, je vais vous présenter des choses qui peuvent vous inspirer, vous donner des billes, etc. On aura une deuxième partie parce que c'est aussi la mission du jour, c'est de se dire comment ces pratiques-là peuvent infuser dans le monde de la formation. On aura une réflexion sur comment on peut l'adapter, comment on peut finalement mettre ces dynamiques-là ou prendre des choses de ces dynamiques-là dans les formations. En tout cas, voilà, nous chez Feedback, c'est vrai que c'est souvent aussi parce qu'on n'a pas c'est une de nos façons de former les gens à faire, de les faire faire. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que potentiellement, c'est aussi des choses que vous faites déjà en partie. Donc l'idée, c'est de vous donner des idées pour aller plus loin, parce que je sais bien aussi que dans le monde de la formation, il y a aussi beaucoup d'apprentissage par la pratique. Voilà un petit peu. Comme Sylvie l'a dit aussi, n'hésitez pas au fil de l'eau si à un moment vous avez besoin de poser une question.
Surtout si c'est des questions de compréhension, on les prendra assez vite, sinon je les mettrai un peu en fin de sous-partie, comme ça on pourra un peu traiter les questions au fur et à mesure. Voilà, voilà. Donc le plan, je l'ai déjà fait, effectivement. On aura une. D'abord, c'est quoi le co-design, ces sprints, ces choses-là. Et après, comment concrètement on l'intègre dans de la formation. Peut-être déjà une question. Alors moi, j'aime bien le mot co-design. On peut parler de co-construction, de co-créer ensemble. Est-ce que vous avez une définition? Est-ce que vous avez une vision de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ou qu'est-ce que ça peut veut dire pour vous? Si vous pouvez le partager dans le chat. Alors, je vous le dis quand même, mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Vous pouvez plutôt utiliser le poser une nouvelle question pour l'écrire, même si c'est pas directement des questions. Nous, on arrive à le voir et donc, si vous avez déjà des définitions de ça, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes. Et alors, je regarde juste. Ouais, conception d'un service, produit, collaboration à plusieurs. Yes, merci Virginie, c'est ça. Yes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des petites définitions, des choses comme ça? Une création collective, ouais, donc la dimension collective encore et la création, merci. Une réflexion avant production, aucune idée, parfait. Bienvenue aussi, c'est aussi moi, j'adore aussi expliquer ces sujets-là à des gens qui ont moins l'habitude, donc ou qui en fait le savent pas, parce que peut-être que c'est juste le mot. Ok. Je vais avancer un petit peu. Je regarderai ce qui avance. Je vais vous donner un peu ma définition du co-design. Moi, j'aime bien dire que co-designer, c'est faire avec plutôt que faire pour. En fait, quand je travaille avec des publics ou des clients, c'est dire comment on peut imaginer avec eux la solution plutôt que de prendre leurs problèmes et leur donner la solution. C'est impliquer les parties prenantes aussi, donc c'est dire qui c'est qui va être concerné par ce qu'on est en train de faire et leur dire viens autour de la table et on discute. C'est accepter de lâcher prise et de faire émerger aussi, dans le sens où c'est pas toujours facile, hein, surtout quand on a une expertise professionnelle, etc., de dire je vais inviter d'autres gens dans mon process créatif à venir dire des trucs qui vont peut-être pas me plaire. Donc à la fois dire je lâche prise, je fais émerger, je fais confiance au groupe. Ça fait partie quand même de ce que je trouve constitutif d'une démarche de co-design par rapport à peut-être du conseil ou une formation très descendante. Et il y a aussi toute une histoire d'outils et de cadrage de la démarche autour de. Enfin, il y a des outils, il y a des choses pour faire ça. Je vais vous en donner quelques-uns sur comment on co-crée ou comment on fait ensemble. Voilà, sur une petite définition. Après, je pense que ça sera aussi plus clair à travers l'exemple. Donc, on va aller aussi sur l'exemple. Alors, je vais pas vous faire un cours sur le design thinking, sur les approches centrées utilisateurs, mais je trouve ça bien quand même parce qu'en plus, ça rejoint pas mal votre façon souvent de construire la formation. Aujourd'hui, on met aussi souvent l'auditeur au centre, on part de ses besoins, de ce qu'il veut, etc. Les méthodologies de co-design sont pas mal cohérente avec ce qu'on appelle les approches centrées utilisateurs. Donc, la plus connue, c'est vraiment le design thinking. Et alors, pareil, je vous fais pas le détail, mais souvent, les phases sont d'interroger, de définir le problème. Et après, on a des phases où on imagine, parfois on parle de brainstorm, et des phases où on sélectionne les idées, on les met en œuvre. Donc, c'est toujours un peu les mêmes grandes dynamiques, qui sont d'ailleurs des dynamiques qu'on retrouve un peu dans tout process de conception. Ça marche aussi dans l'ingénierie pédagogique. Donc, voilà, avec des nuances et des outils peut-être différents et peut-être un focus un peu plus encore sur qui est la personne qu'on cible. Mais voilà, en tout cas, ça vient de toutes ces approches-là. Je passe tout de suite sur un exemple concret. En fait, le format Muséumix, c'est un format qui existe depuis plus de 10 ans. Alors, il y en a dans le nord de la France aussi, mais il y en a un peu partout en France par des associations qui se constituent autour d'une association, un musée, et qui dit j'ai envie de faire un Muséumix dans ce musée-là cette année. Alors, c'est toujours en novembre, autour du 11 novembre. Et du coup, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à réunir des participants, toute une communauté qui va venir habiter le musée et qui va avoir un ensemble d'outils pour réfléchir à des médiations, des installations, des choses que eux auraient envie de faire dans le musée. Concrètement, les équipes, c'est quoi? C'est des gens très pluridisciplinaires avec des graphistes, des communicants, des muséographes, des fabricants. On va avoir vraiment des équipes assez différentes. On va avoir des gens autour aussi. Alors, dans leur regard, il va y avoir des gens qui, entre autres, le plus constitutif, le plus intéressant, c'est qu'il y a un atelier de fabrication qui est souvent emmené sur place pour pouvoir prototyper, faire des choses directement. Et une des choses, et c'est par là que moi je suis rentré là-dedans aussi, vous avez un facilitateur, une facilitatrice par groupe, donc qui est là en fait pour être le garant de l'intelligence collective, des outils, de comment on fonctionne ensemble et qui va être là pour les aider de partir de qu'est-ce qui nous a touché dans le musée à qu'est-ce que j'ai envie, comment j'en fais une installation qui pourrait transmettre ce qui m'a touché dans le musée
à d'autres visiteurs. Et en fait, pour vous donner un exemple, alors ça, c'est dans les musées du Jardin des Sciences à Strasbourg, dans l'université de Strasbourg. C'est un prototype qui a, enfin, plusieurs prototypes, mais ça, c'est un prototype qui a autour des collections de paléo, pour les rendre plus vivantes et itinérantes. En fait, ils ont fait un espèce de cabinet de curiosité itinérant. Et donc, c'est parti de l'idée au croquis à finalement, le dimanche, on pouvait rentrer dans ce cabinet de curiosité où il y avait une expérience où tout vibrait autour de nous et puis on découvrait les roches, où on pouvait découvrir avec des illuminations les différentes couches paléologiques, etc. Et je crois qu'il y avait des fossiles et des choses comme ça dedans. Tout ça pour dire que quand même, vous avez quelque chose qui passe par les schémas jusqu'au très tangible dans un événement comme Muséomix. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose où il y a déjà des questions là-dessus. Mais voilà, vraiment, l'idée, c'est qu'on a des groupes qui ne se connaissent pas le musée, qui découvrent, qui vont avoir des phases d'idéation, des phases de tri des idées, des phases où on les accompagne à mettre en œuvre leur idée et qui, en fin de week-end, vont avoir prototypé quelque chose de tangible. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de se dire sur une démarche, sur quelque chose comme ça, comment on connecte ça à nos histoires d'apprentissage. En fait, en faisant cette démarche, on est très impliqué dedans à faire. On va à la fois avoir des connaissances sur les musées. Moi, par exemple, j'adore le process dans Muséomix, la facilitation, l'intelligence collective, l'énergie de groupe, la fabrication. Mais les musées où on est allé, ce n'était pas forcément des musées dont j'étais spécialiste ou des musées où j'aurais forcément eu envie de prendre de l'expertise sur le sujet. Pourtant, quand on s'implique et qu'on fait un prototype sur quelque chose, on apprend plein de connaissances sur le musée, on discute avec les équipes, on a pas mal de choses qu'on fait en faisant. On apprend aussi des compétences sur les outils du Fab Lab, l'atelier de fabrication. Donc, on apprend peut-être à dessiner une pièce en 3D, peut-être à faire du bois, peut-être on apprend plein de choses, voilà, des compétences techniques, comme je mettais, des compétences humaines aussi, hein, parce qu'arriver en 3 jours avec une équipe et des gens qu'on connaissait pas à réaliser tout ça, en fait, on se rend compte de plein de choses sur le fonctionnement de groupe, sur le fait qu'on peut arriver à faire ce pari de l'intelligence collective et arriver au bout. Et voilà, on a aussi de l'expérience projet parce qu'en fait, on a fait un petit projet, mais projet quand même, enfin voilà, très tangible quand même au bout, en assez peu de temps. Et on apprend aussi à échouer. Hein. C'est pas rare que le samedi soir, on dise faut tout banner, on va faire autre chose finalement parce que ça marche pas comme on voulait, et à rebondir. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et faire confiance à l'intelligence collective au process. En fait, que plus vous le faites, plus vous apprenez aussi comment ça marche ce type de dynamique. Et en fait, on pourrait faire une formation descendante à c'est quoi l'intelligence collective, et ça existe aussi, ou une formation classique entre guillemets. Mais là, le fait de le vivre pendant 3 jours, ça crée aussi des gens qui sont convaincus et meilleurs connaisseurs du process. Et on a aussi, parce que je trouve que c'est un des deuxièmes choses intéressantes dans les nouveaux espaces d'apprentissage, on a de la documentation qui émerge. À Muséomix, on met en Creative Commons finalement les prototypes, on explique comment ils ont été faits, c'est quoi l'intention, etc. sur des pages qu'on documente qui sont sur le site de Muséomix. On a des pratiques qui s'affinent d'année en année. En fait, les communautés répétant cet événement chaque année, pareil, on apprend, nous, à structurer le process. On a une communauté que j'appellerais communauté apprenante aussi, parce que du coup, toutes les antennes, entre guillemets, de Muséomix en France, même à l'étranger, aujourd'hui, ça a essaimé même au-delà de l'Atlantique et puis un peu partout dans le monde. En fait, on discute entre nous, on s'envoie des gens d'une année sur l'autre. On a vraiment cette émergence de, tiens, en Bretagne, on a fait comme ça, à Strasbourg, on peut faire comme ça. Voilà, donc on a vraiment aussi tout cet aspect, on apprend ensemble et de l'engagement sur la durée, parce qu'effectivement, là, vous avez des gens qui sont prêts à rester, à se réinvestir, à en organiser un, à repasser le message à d'autres. Donc, c'est aussi intéressant sur comment on passe les choses aux autres personnes. Voilà un petit peu sur Muséomix, vraiment ce que je trouve intéressant. Je ne sais pas déjà si là, il y a déjà peut-être des questions, des points où il faut que je revienne, parce que je vais peut-être été vite. Alors, écoute, moi, j'ai une question. Alors, Oui. on ne voit plus à l'écran, alors je ne sais pas pourquoi, mais je suis là. J'ai une question parce que je me pose la question de savoir qui est à l'origine de ce projet Muséomix. Ouais, Muséomix, c'est un petit collectif il y a 10 ans qui commence ça au Musée des Beaux-Arts à Paris.
avec des gens qui étaient à la fois dans les milieux des musées et avec des gens dans les milieux de tout ce qui est Fab Lab, ateliers de fabrication, etc. Et avec une grande question à l'époque qui était qu'est-ce qu'on fait pour mettre le numérique dans les musées? Parce qu'il y a 10 ans, c'était une vraie question. Aujourd'hui, la raison d'être a un peu changé parce qu'on est plus sur comment on met ces approches centrées utilisateurs. C'est cette nouvelle façon d'aller très vite au prototype, à l'expérimentation, au cœur, dans les musées qui sont pas forcément l'environnement, c'est le plus simple. Mais donc, c'était plus des gens, effectivement, du milieu de la culture et du milieu des tiers-lieux. D'accord. Et ils ont, aujourd'hui, ils sont toujours c'est le noyau de la communauté ou pas? Ouais, c'est assez intéressant parce que du coup, moi, j'ai été président de l'Asso Muséumix Île-de-France pendant un moment. Il n'y a pas longtemps, on a organisé avec un des fondateurs une petite interview pour justement rediscuter. Et aujourd'hui, quasiment tous les fondateurs sont retirés et des gens ont pris le relais un peu partout. Et d'ailleurs, prennent le relais tous les 2, 3 ans pour dire moi, j'ai vécu ça et j'ai envie de le faire vivre à d'autres. Donc, en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est sain, qui apprend et avec, en fait, ce qui se passe souvent, c'est, par exemple, moi, j'ai été assez acteur dans Muséumix, ça a démarré à Strasbourg il y a l'année dernière. Et l'année dernière, oui, c'est ça. Et typiquement, c'est la communauté Île-de-France, c'est d'autres communautés qui sont venues dire, nous, on a les outils, tiens, on te donne, on vient t'aider, on t'envoie quelques personnes parce on avait envie. Et en fait, on a vraiment cet apprentissage un peu organique, quoi. Aujourd'hui, il y a une communauté disséminée qui sait faire des muséumix un peu partout en France, dans des assos différentes, parce qu'on a D'accord. chacun des petits assos locales. Alors, on a Carole qui pose une question en disant, l'idée serait-elle de proposer cette expérience à nos apprenants ou de la vivre en tant que formateur pour réutiliser ensuite en formation? Ouais, on va en parler pas mal dans la deuxième partie, mais pour donner un peu une idée, je peux quand même un peu préparer la transition vers la deuxième partie. Je pense que c'est des formats plus condensés de ça, c'est des choses plus simples qu'il faut faire parce qu'a priori, 3 jours, aujourd'hui, Muséumix, pour vous donner un ordre d'idée aussi, c'est une quarantaine de participants, une quarantaine de personnes dans les ressources et l'organisation quand on vient sur 3 jours. C'est pas forcément les moyens que vous avez, ni forcément pertinent sur de la formation. Après, ça peut être des formats pour apprendre sur un sujet, de faire, mais je pense que dans ce qu'on va voir après, on est plus sur des formats plus réduits, de dire, tiens, comment je peux faire. Peut-être pour donner un exemple, nous, on a réfléchi par contre une expérience de muséumix en classe pendant les confinements et autres rebondissements où justement on a fait en 4 sessions de 2 heures en gardant un peu l'idée de partir du musée jusqu'à maqueter quelque chose. On a fait ça avec le musée des Beaux-Arts d'Orléans et une classe. Et là, du coup, on était sur des petits ateliers et une maquette en carton-plume à la fin de ce qui les intéressait à faire, donc sur quelque chose de plus léger. Donc je pense qu'effectivement, pour répondre à la question, on va partir sur des formats plus légers. Oui, alors justement, il y a Yann qui réclame du concret, donc je pense que c'est une bonne transition aussi pour poursuivre. Yes, ok. Du coup, pour compléter un peu au-delà de l'expérience de Muséumix, ces nouveaux espaces d'apprentissage, je trouve qu'ils sont intéressants dans les tiers-lieux. Donc, si je rappelle, c'est tout ce qui est Fab Lab, tout ce qui est bibliothèque, qui sont des lieux en fait où potentiellement vous pouvez avoir du brassage, du faire, des choses, et du coup, qui peuvent être des espaces où vous pouvez emmener des apprenants, où vous pouvez aller faire des choses. Vous allez avoir des événements, effectivement, comme des choses comme ça, comme un peu des sprints créatifs ou des choses comme ça. Et les communautés asynchrones, alors pareil, ça, c'est moins facile et c'est un peu toute la difficulté. Mais les communautés asynchrones, aujourd'hui, nous, en tant que feedback sur nos sujets de gamification, on anime une communauté de plus de 500 personnes sur un outil en ligne autour de la gamification. Et c'est des gens qui montent en compétence sur ces sujets. Et en fait, en tout cas, il faut se dire que c'est une des façons qu'ont les gens d'apprendre aujourd'hui aussi, c'est d'être dans des groupes d'intérêt communs sur Internet et de se partager. Voilà, je pense que les meilleurs exemples sont même pas chez nous. Vous regardez le bricolage, vous regardez plein de choses de la vie courante. Les gens se partagent les astuces, les trucs comme ça sur Internet. Donc, c'est vraiment des nouveaux espaces. Pareil, à Oui. réfléchir comment nous, on les remet dans nos espaces de formation. C'est Mais, en fait, c'est aussi, pardon, je vous interromps, mais c'est aussi
la question de Carole, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur les communautés, c'est comment faire en sorte que nos apprenants, une fois formés, adhèrent à une communauté pour transmettre à leur tour dans le cadre de notre organisme de formation. Et donc, Carole demande si vous avez une suggestion. Peut-être pas tout de suite maintenant, Ouais. mais pourquoi Non, pas. non, mais si, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de comment on construit, on anime des communautés, en particulier des communautés de pratique. Je pourrais avoir une réponse très longue sur le sujet parce que c'est un sujet compliqué de comment on fait des communautés où les gens ont envie de rester. Pourquoi? Parce que si on était tous dans des communautés de tout ce qu'on a fait dans notre vie, ça serait compliqué. Mais souvent, la question que je pose, c'est qu'est-ce que ces apprenants-là, par exemple, ils peuvent faire ensemble, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et donc, qu'est-ce qu'on leur donne comme opportunité dans ce qu'on propose? J'ai des bons exemples quand même, effectivement, de communautés autour de, par exemple, le laptop qui est un endroit d'ailleurs de formation sur les métiers du design et qui a une communauté derrière où les gens se partagent en fait comment ça se passe dans la pratique pour eux, mais aussi des astuces, des opportunités professionnelles, des choses. En fait, il faut vraiment que la communauté, pour moi, soit un peu l'endroit où on discute de ce qui nous bloque dans l'application, ce qu'on a vu en formation. Donc après, ça se construit avec les apprenants. Faut regarder aussi de quoi ils ont besoin post-formation. Est-ce que c'est de motivation aussi, hein? Dans certains cas, par exemple, si je fais une formation comment je pense, sur comment je me nourris mieux, par exemple, la question, c'est peut-être d'arriver à pratiquer, etc. Et donc, comment on crée des groupes d'entre-motivation. Mais c'est pareil sur plein de sujets, hein, comment on déploie derrière. Donc là, d'avoir des petits cercles entre eux. Donc ouais, la communauté, c'est à la fois l'outil, mais il y a une vraie compétence en animation après, en savoir qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent ensemble, et après peut-être d'arriver à mailler des petits cercles de gens entre eux. Donc parfois, c'est de faire des petites visios aussi avec 4-5 personnes, les faire se connaître, plutôt qu'essayer de faire des grands trucs où on essaye de mailler tout le monde ensemble d'un coup. Voilà, j'espère que ça donne quelques billes. C'est un gros sujet après, hein, les communautés. Est-ce que Merci. j'avance un petit peu? Oui, oui, oui. Yes. De toute façon, j'en arrivais au point où on en est un peu effectivement, et c'est un peu ce qu'on a réfléchi dans la présentation aussi quand on a préparé, c'est qu'effectivement là, ce que je vous présente au-dessus, c'est bien. C'est très chouette. Je vous invite d'ailleurs potentiellement à Muséomix ou d'autres choses si ça vous intéresse. C'est en novembre à aller en vivre et voir comment ça marche. Mais c'est vrai que c'est pas évident à se dire comment on réintègre ça dans un cadre de formation un peu classique et un peu aussi. Moi, je suis formateur aussi sur mes sujets et parfois dans le cadre précis de la formation, justement, comment on réintègre ça dans les choses. Alors déjà, j'avais envie de dire, c'est pas forcément nouveau quand vous avez des dispositifs de type classe inversée, des moments pratiques, etc. Enfin, vous faites probablement des choses qui sont pas non plus, enfin, qui sont déjà de l'ordre de faire vos apprenants, de les faire partager, de les faire faire des choses. Vous avez aussi pas forcément besoin de faire des choses compliquées. Alors là, pareil, on flirte quand même avec la limite aussi ça dépend de vos cadres exacts d'intervention, mais de faire des petits brainstorming, de faire des choses où vous proposez effectivement aux gens de s'approprier les choses, de faire du co-développement. Alors, le co-développement, j'en discutais ce matin, c'est pas forcément facile à intégrer. Souvent, ça s'intègre en plus de la formation plutôt que dans la formation. Le co-développement, très rapidement, hein, c'est une méthode très structurée où quelqu'un vient avec un problème, il a un moment, il l'expose, on lui pose des questions et ensuite les autres partagent, mais en donnant leur moi, je et pas tu devrais. Enfin, c'est quelque chose de très structuré, très intéressant pour justement de l'échange de pratiques, ce qui est un sujet autour de la formation et qui n'a pas forcément besoin de dépasser le 1 h 30 sur une formation de 2 jours, par exemple, mais où on vient effectivement du coup dire tiens, est-ce qu'on peut ramener nos problèmes sur la table pendant la formation et on les traite avec le matériau de la formation plutôt que justement rester complètement décorrélé de c'est quoi les enjeux des gens au quotidien. Un bouquin qui est pas mal sur ces sujets-là, c'est Gamestorming aussi, qui propose pas mal de petits ateliers ou de choses justement pour voir quels sont par exemple, un classique que vous connaissez peut-être, c'est le speedboat, pour voir quels sont les freins et les motivations. Mais il y en a plein dedans. Donc moi, je pense que c'est des petits bouts d'atelier que vous pouvez intégrer parce qu'après, vous avez quand même aussi pas mal d'exigences sur l'ingénierie pédagogique, de choses précises à donner.
Ensuite, moi, j'avais aussi quelques conseils et outils que je voyais. Donc, les bases du design thinking, de l'approche centrée utilisateur, effectivement, d'avoir peut-être des choses qui soient construites. En tout cas, mais après, ça dépend beaucoup de quels sont les sujets sur lesquels vous formez. Mais cela dit, on a beaucoup de nos métiers qui suivent quand même un peu un process de design où d'abord, il faut comprendre et définir un problème. Ensuite, il faut générer des idées. Et ensuite, potentiellement, les mettre en œuvre, les prototyper et tester. Nous, en tout cas, on structure beaucoup nos formations sur la gamification autour de ces étapes-là, avec des temps de pratique vraiment à chaque fois. Alors, j'étais en train de réfléchir, oui, j'en ai, avec avec des temps de pratique et potentiellement, c'est la slide d'après, je vous montrerai des canevas aussi où on fait remplir aux gens pendant la formation, on les fait participer à l'élaboration de ce qu'on partage ensemble. Peut-être pour vous donner un exemple. Alors déjà, oui, pour vous, effectivement, cette structuration, vous allez suivre le process et avoir des moments de mise en pratique. Je pense que c'est une bonne chose. Et après, effectivement, quelque chose que nous, on utilise pas mal, c'est les 7P, donc, enfin les 7P. Non, je vais dire deux choses différentes. En fait, cette slide, elle est intéressante parce que ça vous montre un outil et ça vous montre, et le fond de l'outil est intéressant aussi. Commençons par déjà l'outil. Là, aujourd'hui, les 7P, c'est un canevas, vraiment, donc c'est quelque chose qui est là pour apprendre à concevoir un moment collaboratif. Comment on se pose les bonnes questions, c'est une sorte de checklist, etc. Ce type d'outil, quand vous faites ce type d'outil, sur votre formation, à un moment, vous dites aux participants, bah là, vous allez, OK, je vous ai expliqué, c'est quoi les choses où il faut faire attention si vous décidez de concevoir un moment collaboratif. Maintenant, je pourrais dire, je vais vous donner le canevas à chacun. Est-ce que vous pouvez l'appliquer à un événement que vous allez organiser, peut-être en binôme, comme ça, enfin voilà, en tout cas, il peut y avoir des modalités où vous faites remplir à plusieurs. Ça évite de se retrouver avec trop de cas personnels à commenter aussi. Et du coup, vous faites tout de suite mettre en pratique les conseils que vous avez donnés aux participants en remplissant des cases. Donc, c'est assez sécurisant, ça les force à essayer les choses. Et en même temps, on peut tout de suite potentiellement agir sur c'est quoi le prochain. Par exemple, on a fait une formation au collaboratif dans les musées, bah, c'est leur dire c'est quoi votre prochaine échéance avec du public, vous voulez les faire participer. Est-ce que vous pouvez utiliser le Canva pour mettre dedans et finalement dans les cases ce que vous avez envie de faire comme événement. Et donc là, ce fonctionnement par Canva, nous, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, de créer des canevas. Vous pouvez utiliser vous avez pas mal d'outils qui permettent de le faire. Je réfléchis, ça dépend un peu de vos outils de mise en page, mais de créer vos propres canevas avec les choses que vous essayez de passer, les réflexes que vous essayez de faire acquérir. Ça peut être une bonne façon de le faire. Et ensuite, effectivement, je reviens sur la slide, mais en vous parlant de l'outil des 7P tel qu'il est, je vous le laisserai dans les slides, mais c'est un outil qui peut être bien si vous avez un moment où vous dites là, j'ai envie de faire collaborer et produire des choses aux gens pendant 2 heures de ma formation. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions de qui est autour de la table, qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'ils produisent sur ces 2 heures, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'ils fassent, c'est quoi les pièges, c'est quoi le matériel qu'il faut. Peut-être que si je veux leur faire produire des maquettes, enfin des petites maquettes d'un lieu, faut mettre quelques Lego et de la pâte à modeler. J'en sais rien, mais voilà, ça vous aide à réfléchir à un petit moment collaboratif que vous pouvez intégrer dans un dispositif. Voilà un petit peu. Je ne sais pas s'il y a une question là-dessus, peut-être, où est-ce que j'avance, parce que je ne sais pas si j'ai été complètement clair sur cette slide-là. Ah, on a perdu le micro, Sylvie. Pas de questions Okay. actuellement, mais je dirais peut-être l'illustrer avec un exemple. Moi, je peux donner un exemple que moi j'ai fait. Moi, j'ai animé une formation de 2 jours sur jeux de société en bibliothèque. Donc, comment on crée un fond de jeux de société en bibliothèque. Je suis plutôt connaisseur des jeux de société et de l'animation, moins du milieu bibliothèque-médiathèque. Donc, moi, j'ai construit mes supports de formation. J'ai interrogé des gens qui étaient en médiathèque et qui pratiquaient ça pour construire ça. Mais il y a un moment aussi où je me retrouve avec un public en formation qui va de gens qui sont en médiathèque et qui vont avoir un fonds de jeux de société peut-être dans 2 ans, et d'autres gens qui sont des gens qui viennent du monde des ludothèques, donc des endroits vraiment qui font jouer des jeux de société des gens et qui viennent d'être déplacés dans une médiathèque et qui ont la mission de mettre un fonds de jeux de société en médiathèque. En fait, une partie de ce que j'ai proposé, c'est que j'ai créé un canevas un peu avec des outils, des questions pour réfléchir à
qu'est-ce qu'il est pertinent d'avoir comme bonne pratique, comme façon de penser, c'est quoi, comment je crée mon premier fonds de jeu de société dans une médiathèque donnée. Et j'ai mis les participants en petits groupes pour réfléchir à ça. Et du coup, comme ils étaient avec des expériences variées, certains connaissaient très bien le monde du jeu, mais pas les médiathèques, d'autres connaissaient très bien les médiathèques, mais pas le monde du jeu, ben, ils ont rempli ça ensemble. Et en fait, ben, du coup, on passe un peu entre les groupes, on aide, etc. Et puis après, on a un moment, comme dans les hackathons que je vous montrais, on montre peut-être un prototype à la fin. Là, on va pas faire un prototype physique, mais on va peut-être faire un dessin simple avec des bonhommes bâtons. On va peut-être faire un truc numérique, ou on va peut-être faire juste un pitch où on explique. J'ai eu des fois où on m'a fait des petites scénettes de théâtre aussi pour expliquer le dispositif ou quelque chose. Mais voilà, donc en fait, on a un peu cette dynamique de les faire créer en sous-groupe des choses et tout de suite se prendre le sujet de formation et l'appliquer justement. Et c'est ouais. Donc voilà un petit peu sur un exemple de comment on crée des petites séquences d'application un peu en mode co-design justement où on leur demande de créer un truc sur un sujet. Ok, merci. Voilà, j'en profite pour aller sur la slide d'après. On peut vraiment, en fait, l'idée, si je reviens, si je reviens, désolé, ça fait un petit peu beaucoup de slides, mais si je reviens en arrière un peu sur mon process, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un point de chute où on montre quelque chose de formalisé, que ce soit un pitch, que ce soit une maquette, que ce soit quelque chose de sympa. Et j'ai même trouvé comment éviter de passer toutes les slides. L'idée, c'est que du coup, vous avez un espèce de produit final sur cette session de créativité. Là, sur Muséomix, par exemple, c'était dans un jardin botanique. On peut avoir un storyboard. Donc ça, vous faites vraiment en mode dessin. Vous expliquez c'est quoi le parcours, par exemple, de l'utilisateur dans tel cas précis. Ça peut être de la maquette en carton. Ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. Vous pouvez faire des collages avec des magazines. Enfin, ça peut être des choses assez différentes. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un point de chute un peu sympa. Les scénettes de théâtre aussi, hein, ça marche très bien quand le sujet. En fait, là, c'est là où c'est un peu dur. Ça dépend vraiment de vos sujets, le format. Mais ça, voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Je crois que j'ai vu passer. Alors oui, sur le pitch, Ouais. est-ce que vous pourriez préciser ce qu'on entend par pitch? Ouais. Quand je dis pitch, effectivement, c'est vraiment juste une petite présentation très synthétique, orale de ce qu'ils ont imaginé. Souvent, l'idée, c'est par exemple, si on les a fait remplir un canevas et pas qu'ils récitent leur canevas. Idéalement, moi, j'essaie de pousser beaucoup. C'est pas toujours évident, mais s'ils peuvent avoir une forme un peu créative, c'est plus sympa pour tout le monde. Par exemple, voilà, quand les gens ont imaginé un nouveau dispositif pour sensibiliser pour poser des questions aux habitants sur un projet public. En fait, ils l'ont mimé, ils ont montré leur stand de réparation de vélo où on pose des questions, c'était sympa. Quand on peut le faire sous forme d'un faux article de journal qui explique c'est quoi l'expérience vécue. Enfin voilà, quand il peut y avoir quand ça peut être un petit dessin, enfin si ça peut être des choses un peu sympas, c'est mieux pour tout le monde plutôt qu'avoir la récitation. Mais voilà, un petit peu après, ça peut être juste une prostitution orale, ça arrive aussi et parfois c'est bien. Mais en fait, ça permet d'avoir ces moments où on se met en sous-groupe, puis on repartage ensemble au collectif. Et ça permet aussi au formateur, moi, qui a son expertise métier à chaque fois de commenter ce qui a été produit. Par exemple, nous, quand on le fait sur des sujets de gamification, de dire, ah bah là, attention, on parle des récompenses court terme, long terme. Bon, bah ça, c'est intéressant justement parce que c'est une question qui va se poser dans pas mal de vos autres projets. En fait, ça permet aux formateurs après de refaire des apports, de rediffuser des messages, de dire, ah bah vous voilà, tel groupe a galéré sur ça, bah ça arrivera souvent et les pistes qu'il y a, c'est ça. Mais en fait, le fait d'avoir galéré et de revenir après un temps un peu plus d'échange et de partage, bah, ça permet d'ancrer aussi mieux, je trouve, ce qu'on a appris, quoi. Oui, ça permet de formaliser aussi ce qui a été vu précédemment. Yes. Après, j'ai une autre chose, alors qui n'est pas forcément évidente sur le monde de la formation, mais en fait, ça dépend vraiment En fait, c'est toute la difficulté, je trouve, de l'exercice. C'est là, on fait aussi avec le cadre qu'on a. Mais en fait, je trouve que quand on n'a pas la contrainte exacte du 2 jours de formation précise, je trouve que les démarches apprenantes sont intéressantes à construire comme justement une démarche long terme. C'est-à-dire qu'il y a la formation, mais il y a aussi
comment effectivement la question qui était posée avant sur comment on a une communauté après, comment on s'entraide à mettre en œuvre, parce que c'est bien de se former, c'est encore mieux de mettre les choses en œuvre derrière. En tout cas, c'est bien d'avoir les deux. Un des outils qui peut aider, c'est tout ce qui est documentation. Donc à gauche, c'est les protos de Muséomix. Là, c'était un proto sur qu'on a fait sur Muséomix. Alors, vous voyez pas très bien, il faudrait aller voir, mais globalement, on demande aux gens de remarquer c'était quoi l'intention de ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que c'était leur expérience. À droite, je vous ai mis Framapad pour pas mettre Google Doc, mais c'est l'idée d'avoir des documents collaboratif. Google Doc marche très bien aussi, ça dépend de vos contextes et de vos enjeux, mais pour faire produire aux participants eux-mêmes finalement des contenus, des choses qu'ils vont pouvoir documenter ensuite. Un bon exemple, j'ai quelqu'un que je connais aussi qui avait une stratégie assez marrante pour faire, et c'est vrai que je pense que ça marche pas mal, pour faire apprendre à des gens sur des sujets où elle a besoin de sensibiliser. Elle leur disait comment vous feriez un jeu pour sensibiliser les gens sur mon sujet. Et en fait, le fait de se poser toutes les questions de comment je passe ce sujet à des gens qui ne connaissent pas, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait sur Muséomix, hein, quand on dit tiens, la place des femmes dans ce musée m'a touché, comment je peux le retrouver? Parce qu'on a eu le discours du conservateur qui nous a expliqué aussi toute l'histoire qui a eu le lieu à côté et qu'on ne voit pas quand on visite le musée. Bon, quand on est pendant 3 jours à se dire tiens, comment je peux faire ressentir à des gens qui n'auront pas le même privilège que moi de parler à quelqu'un. Voilà, quand on a toute cette réflexion en fait de tiens, comment je fais pour passer ce sentiment, cette connaissance, ce truc-là, et du coup on apprend aussi, enfin moi le premier, on fait beaucoup de jeux de sensibilisation aussi chez Feedback, il y a plein de sujets où je suis plus intéressé, expert après avoir dû concevoir un bout de jeu dessus, quoi. Donc voilà un peu donc la documentation, les outils, c'est des choses chouettes. C'est des choses où le no-code, vous avez Notion, vous avez des choses qui permettent de faire des sortes de wiki. Ça peut être chouette. Après, c'est toute la question effectivement, on revient à la question de la communauté. Comment vous arrivez à l'animer dans une logique qui fait sens pour vous aussi en termes de vos missions et voilà, comment ça fait revenir des gens en formation, comment ça contribue au tout et comment c'est un truc qui est aussi porté collectivement, quoi. Donc voilà un petit peu, je sais pas si, moi j'ai à peu près donné pas mal de pistes et d'outils. Je sais pas si là, à ce stade-là, il y en a des questions en plus. Non, pas de questions pour l'instant, n'hésitez pas. Donc, mais je voudrais essayer de reformuler là, une idée que vous venez d'émettre. Donc, l'un des moyens aussi, c'est donc de faire construire à des apprenants, je dirais peut-être une étude de cas qui viendrait, Ouais. en tout cas quelque chose qui permettrait d'éclairer quelqu'un d'autre à qui je devrais transmettre ce que je viens d'apprendre. Ce serait Oui, ça c'est ça, ouais, c'est quelque chose, effectivement, c'est de se dire, en fait, nous, par exemple, ce qu'on a fait plusieurs fois, sur Muséomix, entre autres, on l'a fait sur Muséomix en classe. On leur a dit, OK, telle œuvre du musée t'a touché. Par exemple, il y avait une œuvre du musée des Beaux-Arts d'Orléans qui est vraiment sur le thème du déracinement, comment on est déraciné de son pays. Enfin, comment on est impacté par ce déracinement, etc. Et donc, parce que la médiatrice du musée nous a expliqué tout ce qu'il y avait derrière ce qu'on voyait, il y a des élèves qui ont été touchés parce que par histoire personnelle, parce que l'histoire leur parlait. Et du coup, ce qu'on leur a posé comme question, c'est OK, comment, si la médiatrice n'était pas là, toi, tu aurais envie que quelqu'un qui visite le musée, peut-être quelqu'un de plus jeune, peut-être quelqu'un de plus vieux, comprenne tout l'intérêt qu'il y a derrière cette œuvre, en plus en fait, tout l'intérêt, pourquoi elle est intéressante sur ces thématiques-là. Et donc, en fait, par exemple, là, ils ont imaginé une façon qu'on avait de rentrer dans le tableau et de vivre une sorte de voyage. Il y avait un petit ventilateur, il y avait des cailloux, pour comprendre tout le parcours qu'il y avait. Et en fait, c'est pas tellement le prototype à la fin est intéressant et ça pourrait faire une installation de musée sympa. Mais c'est toute la réflexion aussi qu'ils ont eue sur comment je parle de toute cette thématique qui est intéressante à la fois pour eux et d'ailleurs à la fois pour le musée aussi qui se dit tiens, en fait ça parle énormément, enfin et ça donne un nouvel angle, ça donne quelque chose. Donc effectivement parfois, mais on rejoint un peu, hein, c'est là où tout se rejoint un peu, hein, on rejoint un peu des dynamiques de classe inversée aussi qui sont pas des choses spécialement nouvelles, hein, de dire est-ce qu'on peut demander à certains apprenants voilà, comment toi tu en parlerais, quoi. Et en fait, on le sait bien, le fait de former les autres, c'est une bonne façon d'apprendre soi-même. Ok. Donc apparemment c'est relativement clair, hein, toujours pas de questions. Voilà, donc. De toute façon, il y avait, si jamais il y a des questions après, il y a moyen de les transmettre, hein, c'est ça. Oui. Et puis, Oui, bien sûr.
Oui, oui, sans problème. Et justement, ouais, c'était, je dirais, la slide suivante. C'était, voilà, n'hésitez pas. Un dernier temps pour les questions. Voilà, on arrive donc au terme de ce webinaire. Enfin, je ne sais pas si peut-être des sujets, peut-être que vous avez déjà mis en place des actions en mode collaboratif, des sujets ou des thématiques sur lesquels vous faites travailler vos apprenants. Et ça pourrait être intéressant, voilà, d'avoir un petit peu une idée des sujets sur lesquels vous travaillez dans ce mode collaboratif. Une question aussi quand même sur le mode collaboratif, parce que là, c'est surtout des choses qu'on a vues en présentiel. Ouais. Et alors, donc, à distance. Ouais, nous on travaille pas mal à distance aussi, beaucoup avec des outils type, alors le plus connu c'est souvent Klaxoon, nous on utilise beaucoup Mural, mais vous avez Mural, Miro, Klaxoon, c'est tous ces outils de tableau blanc qui sont assez intéressants parce qu'en fait, alors euh, petit bémol, hein, il y a un petit temps de prise en main, il faut prendre souvent une demi-heure au moins avec les apprenants pour être sûr que tout le monde ait l'outil en main, mais il y a ce truc magique de tout le monde est en train de travailler sur le même bac à sable, c'est ce qui se passe aussi sur un Google Doc et tout. Et il y a un côté un peu satisfaisant de on met les mains dans le cambouis ensemble, on bouge des trucs, on met des post-it. Donc ça marche bien pour faire co-créer ensemble aux gens et pour avoir un truc assez visuel, etc. Après, nous, on fait aussi beaucoup, et là, c'est plus, enfin, je trouve à la fois c'est plus dur et en même temps, je suis persuadé que c'est le futur aussi. C'est ce côté un peu asynchrone aussi, d'avoir des formats qui s'étalent un peu sur le temps. Nous, on a pratiqué un format bootcamp sur la gamification. Alors, désolé, hein, encore un anglicisme, mais pourquoi bootcamp? En fait, c'est vraiment l'idée de on met les bottes et on va dedans. On va sur le terrain. Et donc, on a pris des apprenants. On a dit, vous amenez un projet que vous avez où vous appliqueriez la gamification. Nous, on vous fait 4 petits ateliers. Je crois que on a fait plusieurs formats, mais globalement, on fait un petit atelier d'1 heure et demie par semaine avec 6 projets, donc des participants de 6 projets différents. Et en fait, on les fait bosser en intelligence collective entre eux pendant les séances. On donne ce qu'on avait fait, c'est qu'on donnait des contenus descendants en vidéo avant et entre les séances pour que le descendant soit pas pendant les temps collectifs. Ça n'avait pas un intérêt fou. Le temps collectif était là pour les questions et l'intelligence collective. Et par moment, on leur donnait aussi des devoirs entre les séances un peu pour que chacun réfléchisse déjà. Par exemple, ça va être quoi mes objectifs quand je fais de la gamification? Bon, bah, s'ils peuvent tous venir avec déjà quelque chose de pré-rempli dont on discute, où on les met par deux, par binôme, etc., bah, ça crée en fait, le fonctionnement par binôme, le fait d'avoir des autres participants qui donnent du recul, bah, ça marche bien en ligne aussi. Le fait de leur dire, bah, vous pouvez même vous voir entre 2 séances et puis avancer sur quelque chose. Mais le bémol de ça, c'est que ça demande une vraie motivation des participants aussi sur le sujet sur lequel ils sont en train de pratiquer. Et donc, ça marche pas dans tous les cadres, quoi. Quand vous avez des gens qui sont forcés à suivre une formation sur un aspect réglementaire, a priori, c'est pas le meilleur format de se dire, de parier sur le fait qu'ils vont bosser beaucoup entre les séances et être hyper actifs sur des séances participatives. Quand on a des bons contre-exemples, je la fais courte, mais on a eu un cas de participants inscrits un peu contre leur gré. On l'a appris un peu après sur un bootcamp. Bah, c'est pas du tout, sans surprise, c'est pas du tout un format adapté dans ce cas-là, quoi. D'accord. Merci, Michael, pour ces éléments. Bah, merci pour l'invitation. Voilà, il y avait une petite remarque donc, de Carole qui utilisait donc, le mind map et le tableau blanc numérique aussi. Donc, voilà, ça fait partie des outils. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse donc professionnalisation@c2rp.fr. Vous avez donc également la suite du programme avec les liens dynamiques qui vous permettront de vous inscrire. Donc ça, vous l'avez dans le support que vous avez téléchargé. Et donc voilà, il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Vous avez été nombreux encore aujourd'hui à suivre ce webinaire. Merci de votre fidélité, de votre participation. Et puis je vous dis, on se retrouve début novembre, parce que là, il y a un petit peu les vacances scolaires qui arrivent. Donc on se retrouve début novembre pour la suite donc, des webinaires. Très bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir.